la technologie, un peu à la fois, on la maîtrise, on arrive à la comprendre. Et on va vous faire comprendre encore ce qui arrive, parce que le problème, c'est que ça va vite, ça va tous les jours, très très vite. Des évolutions dans les techniques de communication tous les jours. Et ce qui nous préoccupe, on en parlera beaucoup aujourd'hui, c'est ce qui est en face de nous, c'est le consommateur, le client, son comportement, son nouveau comportement, ses attentes. D'abord, quand on parle de commerce, on parle d'abord d'hommes. Ce sont des hommes qui commercent ensemble. On échange des biens, on échange des idées, on partage une expérience. C'est ce qu'on appelle l'expérience d'achat. Donc ce qu'il est essentiel, avant même de parler du commerce, c'est de parler de ces hommes et l'environnement économique et social dans lesquels ils évoluent. Et on sait que les Français d'aujourd'hui, en 2015, ne vivent pas dans les mêmes conditions qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, évidemment. Entre 2009 et 2014, le pouvoir d'achat a perdu 1 500 €, c'est-à-dire moins 4%, ce qui est quand même extrêmement important. L'inflation a grévé de quasiment 7% la capacité de dépense des ménages, ce qui explique pourquoi les gens font leurs courses moins souvent ou que le panier d'achat est moins élevé. Hélas. Il y a une hausse des dépenses contraintes, dont le logement, notamment aussi les prix de l'immobilier qui ont évolué plus vite que le pouvoir d'achat, ainsi que les charges, l'eau, l'électricité, l'énergie, qui représentent aujourd'hui 28% du budget des ménages français. Donc ça, c'est à prendre en compte parce qu'effectivement, on comprend pourquoi les gens ont du mal à boucler les fins de mois, ont du mal à acheter. Alors le premier budget qui a été impacté par ces arbitrages, c'est le budget de l'alimentation. Aujourd'hui, il est autour de 14%. En 2018, il sera autour de 12%. Et ça amène à se poser des questions sur la valorisation de l'offre. Comment est-ce qu'on peut inciter davantage les consommateurs à acheter et à acheter mieux et acheter des produits aussi plus valorisés. Après la crise, on a vu se développer plusieurs nouvelles formes de consommation qu'on appelle les consommations émergentes. Alors il y a la location, il y a le troc, il y a l'échange. Ces consommations collaboratives ne se substituent évidemment pas à la consommation classique et au circuit de distribution traditionnel, mais ils s'y ajoutent et ils révèlent un changement de mentalité et de rapport à la consommation des Français. Donc c'est pas à négliger parce qu'on va voir que ça fait partie aujourd'hui du comportement d'achat des consommateurs français. Pour faire un petit point un petit peu sur la façon dont les Français perçoivent le commerce de proximité, notamment aujourd'hui, on va regarder une petite vidéo qui a été réalisée dans un quartier parisien. Ça donne peut-être une idée sur la façon dont les gens perçoivent leurs commerçants, leur commerce de proximité et comment aussi les commerçants vivent ces mutations. À force d'uniformisation, le commerce de centre-ville aurait-il perdu son âme? Pourtant, à en croire les habitants de ce quartier parisien, le commerce de proximité reste un élément incontournable de la vie quotidienne. D'abord, elle est tout près de chez moi, j'habite juste à côté. Il y a le choix, il y a beaucoup de choix. Ensuite, les deux personnes qui tiennent la boutique sont très agréables. On rencontre d'autres personnes du quartier. Donc c'est aussi pour le relationnel. On n'est pas un numéro. Il y a une complicité, il y a quelque chose qu'on ne trouvera jamais dans un supermarché. De leur côté, qu'en pensent les commerçants? Ils ont besoin de produits d'une qualité autre que ceux qu'ils trouvent en grande distribution. Le conseil. Et puis ils aiment bien venir aussi discuter. C'est ce qui fait le propre des commerces de proximité. Au Conseil du commerce de France, on croit encore en l'avenir du petit commerce. Les centres-villes n'ont pas perdu leur âme. Certains centres-villes n'en avaient peut-être pas suffisamment et ont perdu une partie de leur charme et de leur attirance. D'abord parce qu'il y a une crise économique. La crise économique fait que le consommateur est beaucoup plus résistant dans ses choix. De l'autre côté, il y a la pression du numérique. Certains centres-villes qui ne sont pas attirants, le consommateur dit pourquoi je vais aller dans ce centre-ville alors qu'avec Internet, je peux avoir les mêmes produits, parfois au même prix, peut-être parfois moins cher, mais sans le service de proximité. Il faut que le commerce de centre-ville soit un commerce attractif, vivant, au service du client, ce qui n'est pas toujours le cas, avec des horaires adaptés aux nouveaux désirs du consommateur. C'est avoir un manager de centre-ville
qui aide les commerçants à être plus collectifs. Pas encore mort, le commerce de proximité aurait toujours une âme. Le commerce a une âme quand on va régulièrement quelque part et qu'on s'y plaît. Et c'est grâce aux personnes qui tiennent les boutiques. Ce que j'aime, c'est tout le côté convivialité. Et ça, je trouve qu'on ne pourra jamais le supprimer, à mon avis. C'est un facteur humain très important. En tout cas, derrière tout ça, moi je mets beaucoup d'humain, d'humanité. N'oubliez pas que nous sommes des hommes et des femmes dotés des 5 sens et que quelque part dans la vie, on a besoin à un moment donné d'avoir le contact, de voir, de toucher, de sentir. Ce sont les fondamentaux. Et derrière tout ça, bien sûr, après il y a du commerce et tout. Mais n'oublions pas ce que nous sommes et on a besoin de relations humaines. Pour inciter le consommateur à acheter, ça se passe dès l'amont, c'est-à-dire avant même qu'il rentre en magasin, parce qu'on se rend compte que de plus en plus, la préparation à l'acte d'achat est digitale et se fait sur Internet. Le consommateur, donc, par la crise et par le contexte économique, est devenu très très sensible au prix. Il a donc développé des stratégies. Il est très chasseur de petits prix et de promotions. Et il est également très connecté. 91% des consommateurs sondés ayant acheté au moins un produit dans un commerce de proximité ont fait une recherche sur Internet avant. Donc 91%, c'est la quasi-totalité des consommateurs aujourd'hui. Alors que recherchent les consommateurs sur le web ? Eh bien, sans surprise, c'est le prix. Alors, à la fois les petits prix à quasiment 90%, mais pas seulement. Ce sont aussi des informations pratiques qui intéressent les clients. Des informations sur le produit, des informations techniques, notamment des descriptifs. On va sur Internet pour savoir si le produit est en stock dans le magasin à côté de chez soi. On va aussi sur Internet pour obtenir les coordonnées du magasin, pour savoir si les horaires correspondent aux nôtres. Localiser évidemment la boutique. On se rend compte d'une chose, en tout cas d'un phénomène qui apparaît de plus en plus et qui fait très peur aux commerçants physiques, c'est ce qu'on appelle le showrooming, c'est-à-dire c'est presque le processus inverse. Les gens vont dans les magasins, repèrent des produits qu'ils aiment bien, mais ils vont les acheter sur le site du magasin. Alors ça fait pas toujours très plaisir aux commerçants et c'est un vrai problème parce que du coup le magasin se retrouve à être une espèce de showroom, d'où le nom showrooming, mais plus un lieu de vente. Heureusement, ce n'est que 53%, mais c'est déjà 53%, ce qui veut dire qu'il y a une grosse partie des clients qui continuent à faire du web roaming, c'est-à-dire chercher les produits d'abord sur Internet pour ensuite les acheter en magasin. Bonne nouvelle pour les commerçants physiques. Encore et toujours, 81% des Français interrogés par IFOP déclarent faire confiance au magasin. Ça veut dire que le magasin n'a rien perdu de son attrait, de son charme, même si on cède souvent par facilité aux sirènes de l'Internet. Alors, comment faire pour déjà inviter le consommateur à l'intérieur de la boutique et un peu l'inciter à se déplacer, à sortir de son canapé ? Eh bien déjà, en pratiquant de l'emailing ciblé, en lui envoyant des offres qui l'intéressent. Il existe aujourd'hui quand même, via les nouvelles technologies, des façons de cibler davantage et de personnaliser l'offre, notamment en exploitant les données personnelles des consommateurs. Presque tout le monde a un site internet aujourd'hui avec un espace où le consommateur, le client peut renseigner sur sa vie, son âge, avoir un historique d'achat. On est en mesure de récupérer ces données ou même via la carte de fidélité pour faire aussi de l'événementiel un petit peu ciblé et proposer aux clients des choses qui leur correspondent vraiment. C'est ce qu'on appelle finalement le marketing différencié, contrairement au marketing de masse. La relation entre un consommateur et un marchand, elle n'est pas que vénale. Elle n'est pas que j'achète et je paye. Oui, aujourd'hui, il faut être honnête, tout le monde veut des prix plus bas, tout le monde est intéressé par le prix, c'est le premier facteur d'achat. Mais ce n'est pas le seul. Ce qui compte aussi, c'est la relation client, c'est l'émotion, c'est le fait que le marchand se soit adressé à vous en tant que personne. Il y a un lien affectif à travailler et ça passe par aussi des offres ciblées.
Quand je parle d'événementiel, ça peut être l'invité à des ventes privées où le client a l'impression d'être un petit peu privilégié, où on le prend en compte dans son intégrité et dans sa personnalité. L'humain doit reprendre sa place dans le magasin. Puisque nous sommes des hommes et puisque nous avons un corps et pas seulement une âme, il est important de travailler sur les 5 sens. Qu'est-ce que ce magasin ? Eh bien, c'est Lush. En fait, c'est une enseigne qui est spécialisée dans la cosmétique organique et qui vend des savons, des shampoings bio et faits à la main. Donc, c'est un positionnement un peu à part. Et si j'ai choisi ce visuel, c'est pour vous montrer ce concept de magasin qui repose justement sur la vue. Là, en fait, ce qu'on voit, ce ne sont pas des guimauves, ce ne sont pas des fromages à la coupe, ce sont des savons de toutes les couleurs et qui sont ainsi disposés comme si on était sur le marché. Hein. C'est extrêmement joli, on a l'impression de rentrer dans une confiserie. On a presque envie de manger, d'ailleurs, ils jouent beaucoup sur ça. Il y a certains morceaux de savon qui sont présentés comme des cupcakes, mais également, il y a Louis qui joue. La SACEM a réalisé une étude dans un centre commercial et ils ont découvert que 80% des clients interrogés préféraient qu'il y ait de la musique dans le centre commercial. Comme les odeurs, le son, ce sont des leviers, mais à utiliser avec parcimonie parce que si c'est mal utilisé, ça peut aussi être contre-productif. Mais il faut que ce soit effectivement adapté au message. Pour l'odeur, l'odorat, c'est vrai qu'on parle du syndrome de Proust parce qu'il paraît qu'on se souvient de ce qu'on sent jusqu'à hauteur de 35%. On se souvient des choses que l'on sent. Alors qu'on retient ce que l'on a entendu à hauteur de 5% et ce que l'on a vu à hauteur de 15%. Donc on voit que l'odorat, c'est quelque chose qui nous marque. Beaucoup de commerçants en jouent, notamment dans le commerce alimentaire. Toucher, goûter, essayer, c'est aussi important. C'est vrai qu'une fois en magasin, on a envie un petit peu de participer et les enseignes qui nous permettent un petit peu d'essayer les produits, c'est agréable. Je vais reprendre l'exemple de Lush, mais on peut utiliser les savons et les shampoings. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça parce qu'on se voit pas trop se laver les cheveux dans une boutique. Ce sont des shampoings secs et on peut essayer, on peut tester les crèmes, on peut tester les savons. Et ça, c'est un plus, en tout cas en matière d'expérience client. Ce qui compte, c'est le service. Hein, c'est le service client, c'est pour ça que les gens viennent en magasin. Alors le service, eh bien, ça commence par la mise en sac à la caisse, comme ce qu'on peut voir dans certains magasins déjà. C'est aussi les horaires étendus, la possibilité de pouvoir faire ses courses un peu plus tard ou un peu plus tôt. Alors on connaît le débat sur l'ouverture des magasins le dimanche, mais c'est une vraie question aujourd'hui et c'est une vraie question d'actualité pour beaucoup de gens. La livraison. La rapidité et des frais de livraison peu élevés. Ça, c'est un critère d'achat très important. Les informations sur le lieu de vente. Parfois, les commerces ne sont pas suffisamment équipés en signalétique. On ne s'y retrouve pas trop. On ne trouve pas forcément ce qu'on cherche. Et puis des espaces adaptés aussi, des toilettes par exemple, parfois dans des grands magasins, c'est tout bête, mais on en a besoin. Des espaces pour les enfants aussi. Alors ça commence par les services et ça peut aller aussi jusqu'à l'animation sur le point de vente. Alors c'est quoi l'animation en magasin ? Ça peut être la création de points chauds. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point chaud ? Ça peut être des ateliers cuisine dans un magasin qui vend des ustensiles de cuisine. L'objectif de ces animations, c'est finalement de fédérer autour d'une communauté d'intérêt. C'est-à-dire que on n'est plus seulement consommateur, on n'est plus seulement vendeur, on est des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Il y a un terme sociologique pour définir ça s'appelle les magasins tiers-lieux. C'est-à-dire qu'on n'est plus un magasin, on est un lieu de rencontre, d'échange entre des personnes qui ont des choses à se dire. Ça donne un supplément d'âme, finalement, au commerce.
Dans ce type de concept, le vendeur a un rôle clé puisque il dépasse son rôle d'accompagnateur à la vente et il devient presque un ami, un conseiller. Mais en tout cas, c'est un vrai vecteur d'émotion et c'est par lui que va passer la relation client. Donc c'est tout un travail aussi pour les vendeurs et une remise en question puisqu'on va leur demander d'avoir de l'empathie et de comprendre un petit peu, de décoder le langage non verbal, essayer d'orienter un consommateur qui est déjà ultra informé. Non, le vendeur maintenant, il faut qu'il l'accompagne vers ce qui correspond le mieux au consommateur. C'est un autre rôle, c'est une mutation aussi de cette fonction-là. Néanmoins, la digitalisation peut permettre, en tout cas, d'enrichir la relation client. Cette étude révélait que la première attente des consommateurs dans un magasin, c'était de faire moins la queue à la caisse. Leur deuxième attente, c'était de trouver des bornes d'information qui leur donnent le prix du produit, parce que des fois, c'est vrai que dans les rayons, on prend une boîte et puis on ne sait pas exactement combien coûte le produit, ça peut être assez gênant. La troisième attente, c'était les caisses libre-service pour pouvoir de façon plus rapide effectuer son achat quand on est pressé. Il y a des solutions aussi multicanales. Alors, on parle beaucoup du click and collect. Alors, le click and collect, c'est vous achetez sur Internet et vous récupérez votre produit dans le magasin. Et on voit que de plus en plus d'enseignes développent des casiers où les gens viennent récupérer le produit qu'ils ont commandé la veille ou il y a 2 jours en magasin. Alors ça, c'est vraiment une forme de commerce émergent. L'avantage du click and collect, c'est les gens passent quand même dans le magasin, donc ils traversent quand même les rayons, donc ils restent quand même en magasin, mais juste pour aller chercher leur commande. Comment également fluidifier le parcours d'achat? C'est en synchronisant le parcours web et le parcours en magasin. Alors, il n'y a rien de plus ennuyeux de commencer une commande sur Internet et après, on n'a pas le temps, il faut qu'on parte et on est dans le métro ou on est en voiture et on veut la terminer sur son mobile 1 heure plus tard et puis le panier a été annulé ou le panier est vide. Alors, cette coordination, cette synchronisation entre les différents supports mobiles est très importante et puis une fois en magasin, que la commande soit bien passée et que j'ai juste à la retirer. La fidélisation, c'est un véritable enjeu pour les commerçants et on se rend compte que la satisfaction en magasin n'est pas toujours corrélée à la fidélisation. On a l'impression que le consommateur est content, il ressort, il a fait un achat, ouais, mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir dans votre magasin et ça ne veut pas dire qu'il rachètera un jour. Donc ça, c'est un vrai problème. Une des pistes, c'est donc de travailler l'empreinte émotionnelle et de laisser un souvenir positif au client. C'est être présent après l'acte d'achat. À travers le service après-vente. C'est-à-dire que j'achète un produit, il ne marche pas, il faut que je puisse tout de suite avoir un expert au bout du fil qui va me donner une solution ou me remplacer mon produit ou le réparer. Évidemment, améliorer la connaissance client dans le point de vente. Donc ça veut dire déjà, de la part du commerçant, avoir exploité les données de la carte de fidélité, s'être équipé en outils, notamment en business intelligence, pour mieux connaître son client et identifier les clients fidèles avec leurs historiques d'achat. Je suis habituée à acheter une telle catégorie de produits. J'ai pas envie que la vendeuse me propose des choses qui sont pas adaptées à mon profil. Pour les commerçants qui sont dans la salle, ceux qui ont une page Facebook ou un compte Twitter, mais c'est une bonne façon de former une communauté. Alors l'exemple, la star du web, c'est vraiment Michel Augustin. Juste pour rappel, Michel Augustin, à l'époque, petite marque face à des big brothers de l'agroalimentaire, enfin des multinationales énormes, Nestlé, Mondelez, Cadbury, et qui a réussi à faire sa marque grâce au web. Alors, l'une des particularités de Michel et Augustin, c'est de demander aux consommateurs, à leurs clients, à leurs fidèles, à leurs internautes, ce qu'ils préféreraient dans la prochaine recette de jus d'orange ou de goûter à leurs produits, à leurs nouveaux produits. Ils donnent rendez-vous à leurs clients dans le centre de Paris, par exemple, et ils leur font tester des nouvelles recettes. Ça crée une communauté et encore une fois, on dépasse l'acte de vente, l'acte d'achat. On fait vivre une expérience et on fédère autour de valeurs qui nous sont propres.
l'émergence des consommations collaboratives, la location, l'échange. On va vers une consommation à l'usage, c'est un fait. Et les enseignes doivent s'adapter à ces nouveaux comportements de consommation. Ça veut dire, pour certains, proposer aussi des espaces de location, proposer aussi des espaces revente, proposer aussi des espaces de troc, pour pas finalement que ce circuit-là échappe aux commerçants et soit trusté par les plateformes de web où la consommation collaborative a vraiment pris naissance. Autre mutation aussi à prendre en compte, c'est que le consommateur, et vous le savez, et probablement vous l'êtes également, de plus en plus concerné, alors concerné par l'achat social, acheter local, faire vivre l'économie locale, et également des questions plus environnementales. Et on voit émerger de nouveaux concepts de magasins. Alors on a les achats en vrac, il y a l'enseigne Day by Day qui propose de la vente à l'unité ou en vrac. On a vu le succès des campagnes de lutte contre le gaspillage, les légumes moches. On a vu les répercussions que ça a eu auprès des consommateurs. Ça a fait un carton. Donc ça montre à quel point le consommateur, aujourd'hui, il n'a pas envie d'être seulement passif, il a envie d'être actif. Et il a envie aussi qu'on prenne en compte ses valeurs. Et là, c'est là où les commerçants de centre-ville notamment, mais d'ailleurs aussi, ont leur carte à jouer et ont un rôle à jouer. Alors, on parle de nouvelle économie de proximité, la NEP, et dans cette nouvelle économie de proximité, les commerçants ont un rôle de transmission de leur savoir-faire. Alors, il existe un site internet qui s'appelle Hobby Street, où sont tous les commerçants d'un même quartier qui proposent de faire des cours aux clients. Alors, ils leur proposent des petites formations courtes pour savoir faire un bouquet, pour faire un petit peu de plomberie. Et finalement, on est là dans la transmission des savoirs, dans la transmission du savoir-faire, et ça redonne du sens au métier de commerçant. Et l'ambition de tout ça, c'est effectivement de recréer du lien et également d'engager le consommateur. On n'est pas que des consommateurs, on est aussi des citoyens. L'économie locale, l'économie régionale, ça nous concerne. Ok, on veut bien acheter, mais si en plus ça permet de relancer le tissu économique du pays, c'est encore mieux. Finalement, redonner au commerce son rôle de fédérateur social, de catalyseur social, est-ce que c'est pas ça aussi, redonner une âme au commerce ? Le commerçant d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le commerçant d'hier. Hier, il était derrière le comptoir. Pour moi, maintenant, aujourd'hui, il est devant le comptoir. Il est à côté du consommateur, il est à côté de ses clients, il est dans l'humain, il est dans la relation sociale. Il faut être dans la société, dans la vie. Je trouve que, humainement parlant, on y gagne beaucoup. Et je pense que tous ceux qui ont compris ça s'en sortiront. Il faut s'inspirer de cette grande distribution, dont je dis toujours qu'elle n'est pas à l'opposé du commerce de proximité. Bien au contraire, il y a la place pour tout le monde. Tout à fait. Et on sent que ce que souhaite le consommateur, c'est que justement tout le monde reste là et que lui puisse continuer à aller de l'un à l'autre, en périphérie parce qu'il pourra y faire des gros achats, en ville parce qu'il pourra y avoir une vie complètement différente, parce qu'il pourra se détendre, parce qu'il pourra toujours trouver d'autres produits. Ça aussi, c'est important, la diversité, cultiver la différence. Mais à partir du moment où vous avez dans votre tête les bonnes idées, la bonne compréhension du monde qui arrive, et si vous lui donnez le bon conseil, il reviendra. C'est toujours ça. La fidélité, elle existe toujours, mais elle n'est plus bâtie sur le même rapport. Mais n'oublions pas qu'à un moment donné, il faudra aussi un bon prix. Et ça, je sais c'est ce qui nous tracasse bien le plus souvent. C'est cette histoire de tirer les prix vers le bas en permanence. C'est pas bon pour personne. C'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour l'économie mondiale. Ça veut dire employer des gens aussi à bas prix, etc. Donc c'est pas bon ça. Il faut absolument enrayer ça. Il faut que le prix soit correct. Mais ça reste un facteur, tu l'as dit, important de décision du consommateur. En fait, ce qu'on réalise, c'est que le consommateur est assez schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, il veut aller très vite, il veut faire ses courses en 2 secondes, il veut pas bouger de chez lui et rester dans son canapé, mais en même temps, il aime aller dans ses commerces de quartier,
Et c'est justement dans la coexistence de ces deux contraires qui est tout l'enjeu du commerce aujourd'hui. Et c'est un vrai défi pour les commerçants de trouver le bon équilibre entre rapidité et expérience, entre relationnel et fluidité du parcours d'achat. Simplement, il faut faire attention à ce que la digitalisation ne rime pas avec déshumanisation. Personne n'a envie de voir dans son magasin que des bandes tactiles, que des écrans et plus du tout de vendeurs et plus du tout de commerçants. Non, on a envie toujours d'humain, on a toujours envie de relationnel, mais c'est vrai que si la technologie peut se mettre au service du magasin et pas l'inverse, c'est vraiment la solution idéale. Un des grands sujets est aussi d'éviter un décalage entre ce qui se passe dans la grande distribution, dans les grandes chaînes nationales, les réflexions que ces chaînes ont sur la distribution et sur le nouveau consommateur, et le monde, je dirais, du commerce de proximité, qui est parfois moins informé, qui a moins les moyens de comprendre ce qui se passe. Donc relier un peu les deux, de faire la synthèse et de faire que les uns restent connectés aux autres. Ce qu'il faudrait absolument éviter, si on peut parler de danger, c'est que le consommateur, à un moment donné, soit perdu entre, d'une part, une consommation dans la grande distribution, dans les grandes chaînes nationales, etc., très moderne, très évoluée, très, comment je pourrais dire, très qualitative et puis très pensée, et un commerce de proximité qui serait plutôt en retrait, ce qui fait que le consommateur serait décalé. Et il faut absolument garder le lien d'une consommation dans laquelle le consommateur se retrouve, aussi bien dans la grande distribution que dans la moyenne distribution que dans la petite distribution. Il faut dire quand même qu'au niveau régional, on a eu 38 millions d'euros injectés dans le commerce sur le programme qui a duré de 2009 à 2014. Donc c'était quand même, bon, je pense qu'il y a eu un effet levier certain. Donc il est reconduit ce programme, hein, il est reconduit pour 5 ans. On a un volet qui est un volet en faveur des entreprises et des groupements et un volet qui est en faveur des territoires. On va essayer d'aider les entreprises, accompagner les entreprises dans leur développement sur l'innovation et bien évidemment sur l'innovation numérique. Sur les actions en faveur des entreprises, on aura le contrat régional de développement du commerce qui comporte notamment une action spécifique en faveur du numérique avec, par exemple, ça peut être si vous avez envie de mettre en place un site marchand dans votre entreprise, il y aura du cofinancement qui sera possible. Il y a aussi, pourquoi pas, on le voit, puisque même certains opticiens le font, ou parfois des boulangers, mettre un drive à côté de son commerce, pourquoi pas. Donc ça sera finançable. Dans le cadre de l'appui collectif, là, ce sont les assos de commerçants, les unions commerciales qui pourront être accompagnées dans le fait de mettre en place un portail. Le portail classique, c'est terminé. Par contre, on peut être très innovant dans la présentation des commerces. Et l'innovation fera qu'il y a un appel à projet qui sera lancé par la région Nord-Pas-de-Calais et les meilleurs projets pourront bénéficier de subventions conséquentes. Simplement sur ces projets collectifs, il faudra songer à, et c'est toujours, on l'a souvent dit, au partenariat avec sa collectivité locale, c'est important. Hein, donc la ville, la communauté d'agglo, la communauté urbaine ici à Dunkerque. Mais c'est important d'avoir un partenariat et puis la région sera là pour compléter. Il y a des fonds prévus. Il y a toujours le FISAC qui va continuer à exister sous forme d'appel à projet également. Donc les projets les plus innovants pourront être retenus également. Il y a aussi la marque Commerçants Nord de France qui on l'a un petit peu connue sous forme d'opération d'image sur les dernières années. Elle devient vraiment une référence avec un site internet Commerçants Nord de France où on pourra aller chercher de l'info, boîte à outils, recettes pratiques pour les unions commerciales, mais pas seulement, pour les commerçants aussi. Donc c'est plein d'actions. Les chambres de commerce sont là aux côtés des commerçants, comme toujours. Alors en accompagnement, en cofinancement sur ce programme, le conseil régional, hein, qui est avec nous pour cela, l'État, avec le FISAC. Et
je dois dire aussi, je vous ai dit 38 millions d'euros pour le dernier programme. Ce ne sera peut-être pas à cette hauteur parce que chacun sait que le financement actuellement, partout où on se tourne, c'est pas évident, mais il y aura quand même des fonds. Et même si le montage des dossiers vous paraît parfois un peu compliqué, c'est un peu long, ou alors quand on fait du FISAC, on dit bah ouais, mais le financement, on va l'avoir quand c'est long, etc. Ça a le mérite d'exister, il faut y croire. C'est toujours pour faire du plus, c'est toujours pour se professionnaliser, donc il ne faut pas hésiter. Puis les consultants, les chambres de commerce sont là aussi pour le faire.